Bien, moi je vais vous présenter des choses un peu moins scientifiques, avec beaucoup moins de mots barbares que Michel. Et je vais redescendre à des choses tout à fait de terrain. Faire naître un poulain, c'est bien. Hein, je suis dans un registre qui est autre que la reproduction, mais je dirais que lui assurer une protection sanitaire, je ne dirais pas que c'est mieux, mais c'est bien aussi. Et vous allez voir qu'en matière de traçabilité sanitaire, on a encore beaucoup de progrès à faire. La filière équine, on ne peut pas dire qu'elle soit complètement exemplaire en la matière. Sans faire de scénario catastrophe, les scientifiques se posent la question non pas de savoir si la peste équine arrivera un jour en France, mais quand elle arrivera un jour en France. Et on sait qu'on n'est pas très bien armé, si vous voulez, parce qu'on a du mal à tracer les animaux et les chevaux sur le plan sanitaire. Et qui dit traçabilité sanitaire dit identification. Et donc, je vais vous présenter donc, cette première partie qui est liée à la mise en place d'un règlement européen sur l'identification suite aux différents scandales sur la viande de cheval des années précédentes et les impacts donc, de ce règlement sur les démarches CIR en 2016 et les nouveautés en identification de terrain. Donc l'objectif de ce nouveau règlement européen qui a pris effet au 1er janvier, vous allez le voir d'ailleurs dans la constitution du document d'accompagnement du cheval lui-même, hein, c'est d'assurer donc la sécurité du consommateur avec une meilleure traçabilité de l'information relative à la chaîne alimentaire et améliorer la traçabilité de l'identification avec la mise en place donc, de bases de données centrales dans chaque État membre. Bon, là, dans ce domaine, la France est exemplaire puisque l'on a de l'avance, on a la base CIR depuis de très nombreuses années, ce qui n'existe pas dans d'autres États de l'Europe. Et donc, du coup, pour homogénéiser les documents, on a été obligé de faire quelques modifications par rapport à ce qui se faisait jusqu'à présent en matière d'identification de terrain. Donc cette année, depuis le 1er janvier, le graphique est systématique pour toute nouvelle identification. Hein, c'est-à-dire que tout poulain naissant ou tout cheval nouvellement identifié va devoir avoir un signalement graphique obligatoire. Alors, ce règlement, bien sûr, n'a pas d'effet rétroactif, hein, c'est-à-dire que tous les documents qui ont été édités jusqu'à présent, on ne va pas revenir dessus pour rajouter un signalement graphique, mais donc à chaque nouvelle identification, il y aura la prise d'un signalement graphique par un identificateur agréé. Donc, sur le document d'identification, il va y avoir donc, la présence donc, de 3 éléments d'identification. Ce signalement graphique qui va être réalisé sur des nouveaux modèles de formulaires de signalement. Un signalement descriptif qui va être alors soit déduit du signalement graphique par le CIR pour la majorité des équidés, sauf pour les chevaux de course, hein, puisque pour les chevaux de course, on va garder un signalement littéral comme il était fait jusqu'à présent. Et puis les ânes. Alors, ne me demandez pas pourquoi les ânes, parce que je ne sais pas. Je présente ce diaporama, mais je ne sais pas pourquoi les ânes échappent à la majorité des chevaux autres que chevaux de course. Et pour les ânes, donc, l'identificateur va réaliser un signalement, mais pas littéral comme pour les chevaux de course, codifié. Et puis, bien sûr, le transpondeur imposé dans l'encolure, comme toujours. Alors, donc, du coup, pour homogénéiser l'ensemble des documents d'accompagnement des chevaux, eh bien, on a modifié le livret. Les premiers sont juste sortis. Donc, dans la modification du livret, il y a plusieurs choses qui vont rentrer en compte. L'ordre des chapitres va être modifié, c'est-à-dire que, et là, ça reflète vraiment la préoccupation européenne, c'est-à-dire que normalement, dans les livrets jusqu'à présent, il y avait l'identification du cheval, ça, elle ne va pas bouger en premier chapitre. Et après, on avait la propriété, le certificat d'origine. Et là, maintenant, ces 2 éléments sont reculés dans le document d'accompagnement et passent en avant
l'administration de médicaments et le suivi des mouvements des équidés. Donc vous voyez, ça dénote vraiment d'une volonté de suivre la traçabilité sanitaire des équidés. Alors, donc ça, l'ordre des chapitres est modifié, la mise en page est un petit peu différente, et l'Europe a insisté sur le fait qu'il trouvait que nos livrets n'étaient pas suffisamment sécurisés avec nos petites baguettes plastiques. Et donc, dans les nouveaux modèles de livret, ce seront des œillets métalliques qui rendent la falsification du livret beaucoup plus difficile. Alors, donc, on aura aussi cette année, pour tous les équidés, un modèle unique de livret, les traits, les ânes et les ONC. On a un petit peu modernisé, on a profité de ce changement de modèle de livret pour moderniser un petit peu le document et la carte d'immatriculation également. Alors bien évidemment, ces modifications ont une conséquence sur le coût, et il a été acté donc, avec les acteurs de la filière de ne pas augmenter le tarif du document d'accompagnement lui-même, mais par contre de répercuter ce surcoût sur le coût de la carte d'immatriculation en 2016, qui passe donc de 5 à 7 euros pour une carte d'immatriculation dématérialisée et de 15 à 23 euros pour une carte d'immatriculation papier. Et le document donc reste au même tarif que l'année dernière. Alors, conséquence, vous n'êtes pas très impacté, mais pour les chevaux de trait, donc les chevaux de trait sont du coup soumis aux mêmes obligations d'identification que les autres équidés, c'est-à-dire que le bouton auriculaire qui ne marchait pas très bien, d'ailleurs il faut le reconnaître, n'avait pas été vraiment adopté par la profession, n'est plus autorisé à partir du 1er janvier. Le document d'identification, on a vu tout à l'heure, il dispose d'un livret donc, sur le même modèle que les chevaux de sang. Il serait gratuit en 2016 sous réserve d'une subvention publique qui est en cours de demande auprès du ministère de l'Agriculture. En ce qui concerne les carnets de saillie, c'est aussi une nouveauté. Ils sont disponibles en ligne pour les chevaux de trait et les ânes à des tarifs qui sont indiqués donc ci-dessous. Alors, le règlement européen impose aussi, donc une chose qui existait déjà, pour les chevaux importés, enregistrement obligatoire au CIR sous 2 mois. Alors, j'insiste là-dessus parce que vous allez voir tout à l'heure quand je vous présenterai les premiers résultats de nos contrôles, c'est vraiment quelque chose qui a du mal à être respecté. Souvent, les gens, d'ailleurs, par méconnaissance, ne savent pas. Quand ils achètent un cheval, ils ont un document et ils croient que c'est bon, ça suffit. Mais non. Si le cheval n'est pas enregistré à CIR, l'identification n'est pas complète. L'identification, c'est les 3 éléments, la pose d'un transpondeur, un document d'accompagnement et l'enregistrement dans la base CIR. Alors, une exception donc, sont les chevaux de compétition ou de loisirs. Il n'y a pas besoin, si vous voulez, du passage d'un identificateur pour ces chevaux-là, pour l'enregistrement des équidés dans la base CIR. Par contre, alors pour les autres, vous voyez qu'en fonction des races ou des utilisations, les obligations sont un petit peu différentes. Il y a besoin de confirmation du sexe et de la robe pour tous. La lecture et la confirmation du transpondeur pour tous, sauf évidemment les équidés qui ne sont pas pucés ou dont le document n'est pas la norme européenne. Ceux-là, il faut une pose de transpondeur français. Et puis, au niveau du graphique, donc pour les pur sang, les AQPS, les arabes, les anglo-arabes de course, y compris pour la reproduction, il faut un nouveau graphique. Le graphique du pays d'origine n'est pas suffisant. Donc, il faut le passage d'un identificateur pour refaire un nouveau graphique. Pas pour les trotteurs. Cette obligation n'est pas valable pour eux. Et ensuite, donc, uniquement s'il n'y a pas de graphique dans le document étranger, pour les juments et les mâles pour la reproduction, des races citées, donc crème, lusitanien, trakehner et connemara. Et puis pour les autres mâles reproducteurs, il n'y a pas besoin de refaire un graphique. Alors, autre nouveauté, c'est la fin de la certification d'identité pour la sortie en compétition.
Pas donc de certification d'identité préalable à l'enregistrement FFE pour la compétition. Bien sûr, on ne parle pas de chevaux de course. Donc la venue d'un identificateur à partir de 12 mois reste d'actualité pour cela, bien sûr, pour les chevaux de course, avec une validation obligatoire du livret. Et puis également, donc, pour la reproduction, alors pour la reproduction, selon les races, mais là il vaut mieux vous renseigner à CIR si vous avez des interrogations, c'est une validation ou une certification d'identité, mais qui peut être variable donc, selon les studbooks. Alors, la différence entre la validation et la certification d'identité, la validation, elle impose le passage d'un identificateur agréé pour vérifier ou faire le graphique avec la mention donc, des ajouts s'il y a des modifications au signalement avec transmission du document au CIR pour enregistrement. La certification, elle, par contre, c'est simplement la vérification par l'identificateur de l'identité de l'animal qui certifie que c'est bien le bon sexe, la bonne robe et la bonne puce qu'il a lue. Et là, la certification, maintenant, elle est strictement enregistrée sur Internet. Alors, vis-à-vis de la consommation, comme tout à l'heure, le règlement européen renforce les choses, les obligations de traçabilité vis-à-vis de la consommation humaine pour sécuriser l'industrie alimentaire. Donc, on a une exclusion définitive des équidés dont le document d'identification n'est pas émis dans les 12 mois suivant la naissance. Et là, il n'y a pas de dérogation possible. Et les noms des documents spécifiques pour les animaux retardataires, donc ceux qui feraient leur identification après ces 12 mois qui suivent la naissance, pour les équidés avec une origine certifiée, on appelle ça toujours un duplicata, et pour les autres, c'est un document de remplacement. Alors, dans les livrets aussi, je vous disais, dans les livrets, donc il va y avoir une modification. Le livret va être, donc il va y avoir des œillets métalliques. Les ONC auront des livrets systématiquement noirs, alors que pour les autres races, on va continuer à changer la couleur du livret. Et les duplicata seront gris métallisés. Puisque vous savez que les duplicata sont systématiquement écartés de la consommation humaine. Et puis, donc, ce nouveau règlement impose aussi l'obligation d'informer la base de données centrale CIR de l'exclusion de la consommation lorsque les animaux reçoivent des traitements de catégorie 1, donc via le détenteur par transmission d'une copie du feuillet médicamenteux complété, ou via le vétérinaire par son espace CIR sur notre site. Donc voilà, je vais peut-être enchaîner avec l'autre présentation, et puis si vous avez des questions, vous les poserez à la fin. Donc ça, c'est la partie moins amusante de la présentation. Donc, suite à ces différents scandales sur la viande de cheval des années passées, le ministère a demandé à ce que nous mettions en place des contrôles sur l'identification et la traçabilité sanitaire chez le cheval. Bon, il faut savoir, par rapport aux autres espèces, on a énormément de retard. Vous allez voir que les premiers enregistrements qu'on a faits, donc ce n'est pas des contrôles, puisque pour le moment, on n'est toujours pas en phase de contrôle, mais ça ne saurait tarder, montrent quand même qu'on a de très gros progrès à faire en la matière. Donc, suite à la loi d'avenir de l'agriculture du 13 octobre 2014, une ordonnance a été prise donc, qui confie aux agents de l'IFCE l'habilitation à rechercher et à constater donc, des infractions dans le domaine de l'identification des équidés et des camélidés. Bon, pour les camélidés, on n'est pas encore complètement au point, mais comme on ne va pas gérer avant le deuxième semestre 2016,
on aura le temps de faire une formation pour nos agents qui sont bien spécialistes dans le domaine des équidés, mais qui se sentent un petit peu démunis en face des camélidés. Donc, en ce qui concerne les contrôles qui vont être mis en place, donc on va contrôler bien sûr l'identification des animaux. Bon, quand on dit identification des animaux, c'est comme je vous disais tout à l'heure, donc les trois composantes, hein, c'est-à-dire la présence du transpondeur, le document d'accompagnement, la bonne conformité du document d'accompagnement et l'enregistrement des données dans la base CIR. La présence du feuillet médicamenteux est également contrôlée, mais vous verrez qu'elle ne génère pas d'anomalies au niveau des contrôles, puisque les animaux qui n'en ont pas dans leur document d'accompagnement sont déjà bien pénalisés, enfin les propriétaires surtout, sont déjà bien pénalisés, puisqu'ils ne peuvent pas les vendre à la boucherie s'ils le souhaitent. Alors, en ce qui concerne la traçabilité sanitaire, et c'est là, vous allez voir que ça commence un peu à se corser, où on est de moins en moins exemplaire, on va vérifier la déclaration du lieu de détention, la tenue du registre d'élevage avec l'enregistrement des animaux. Nous ne sommes pas habilités à vérifier tout ce qui est la partie médicamenteuse. Ça, c'est les DDCSPP qui ont ça dans leur registre. Nous allons simplement vérifier que l'ensemble des animaux présents sur le lieu de détention figurent bien dans le registre d'élevage et que les mouvements des animaux soient enregistrés. Il n'y a que le jour où on est là, les animaux qui sont présents figurent bien dans le registre d'élevage et que ceux qui ne sont pas présents, leur destination a été enregistrée. La tenue du registre de transport pour les professionnels, c'est-à-dire que quand l'activité de transport est liée à une activité économique, il est obligatoire d'avoir un registre de transport dans son véhicule. Et puis donc la déclaration du vétérinaire sanitaire à partir de 3 équidés. Donc ça, ce sont tous les points que l'on va contrôler. On va également, je ne l'ai pas noté là-dedans parce que c'est un peu plus difficile de réalisation, mais on va le faire quand même, c'est le contrôle de la carte d'immatriculation. Quand on ira contrôler, bien évidemment, on ne peut contrôler que les cartes d'immatriculation des animaux dont les gens sont propriétaires. Dans un centre équestre, s'il y a des chevaux en pension, il est bien entendu que la carte d'immatriculation n'est pas présente dans le centre équestre et à ce moment-là, on ne contrôlera que les cartes d'immatriculation des animaux dont le détenteur est propriétaire. Donc au niveau, un petit mot de l'organisation, donc on a 64 contrôleurs qui sont répartis sur l'ensemble du territoire en fonction de la densité de population équine, 12 coordinateurs qui sont des correspondants identification, c'est-à-dire des techniciens très pointus au niveau identification, qui sont chargés de faire le lien entre les contrôleurs sur le terrain et puis donc le département contrôle, et qui sont les interlocuteurs des DDCSPP. Alors, 2 mots sur le calendrier de mise en place de ces contrôles. Donc, les agents ont été formés pendant 5 semaines à l'Infoma. On a eu l'année dernière un premier comité de pilotage au mois de juin avec les principaux représentants des organisations socio-professionnelles. Nos agents ont fait donc de juin à septembre un stage en DDCSPP, à la fois pour prendre contact avec les équipes des DDCSPP et se familiariser un petit peu plus avec les méthodes de contrôle. Nos agents donc, sont en cours d'assermentation. Ils sont pratiquement tous assermentés. Il en reste une dizaine. Et les derniers assermentés devraient l'être le 15 février. Et donc, dans l'intervalle, depuis le mois de mai jusqu'à maintenant, nous avons conduit auprès des gens qui ont bien voulu nous recevoir des visites d'information pour les aider à se mettre en conformité
avec la réglementation pour les gens donc, qui n'étaient pas familiarisés avec tout ce qu'on demandait et tout ce qui va être demandé donc, au cours des contrôles. Et donc, la phase de contrôle va débuter au mois de mars, début mars. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, on ne va pas travailler tout seul sur ces contrôles. Hein. On a une articulation prévue avec les DDCSPP. Il n'est pas question qu'on aille re-embêter des gens qui viennent d'être contrôlés par les DSPP. Donc, ça demande une coordination entre les différents services déconcentrés. On va systématiquement, tous les mois ou tous les trimestres, selon les souhaits des DDSPP, leur faire passer une liste des détenteurs qu'on a prévu d'aller contrôler. Et les DDCSPP sont aussi demandeurs de nous rajouter des gens, hein, parce qu'en règle générale, les DDCSPP dans le domaine équin n'ont pas beaucoup de monde et sont demandeurs d'aide dans le domaine des équins. Donc ensuite, si vous voulez, on va transmettre, bien sûr, quand on aura fait un contrôle, s'il y a des non-conformités, on transmettra les rapports des constats de conformité ou non-conformité au DDCSPP pour qu'ils soient au courant donc, de ce qu'on a trouvé sur le terrain. Et puis, éventuellement, si il y a rédaction d'un procès-verbal, le procès-verbal donc, qui est transmis au procureur, on avertira également les DDPP, on fera une copie aux DDPP pour enregistrement dans leur base. Alors, pendant toute cette phase-là d'information auprès des gens qui ont bien voulu nous recevoir, ça représente à peu près 1400, un peu plus de 1400 détenteurs qu'on a visités. On a contrôlé 28 000 et quelques chevaux, hein, 28 500 chevaux à peu près. Et vous voyez que le pourcentage d'anomalies sur le plan d'identification n'est pas énorme. Hein. On a des chevaux qui sont globalement bien identifiés. On a 12,4% de chevaux qui présentent une anomalie d'identification. Dans ces types d'anomalies, donc sur ces 12,4% d'anomalies en identification, il y en a 65% qui sont liées à l'identification elle-même et 35% aux documents. Donc quand je veux dire l'identification, anomalie liée à l'identification elle-même, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de transpondeur, que le transpondeur est illisible, que ce n'est pas le même que celui qui est sur le livret, que le signalement n'est pas conforme, par exemple. Et puis, donc, les anomalies liées aux documents. Là, je vous disais tout à l'heure que la grosse majorité, donc, c'est des documents étrangers non enregistrés à CIR, donc, ou des documents qui sont présents alors que l'animal est absent. Tout le monde sait que le livret, hein, le document d'accompagnement, comme le nom l'indique, doit toujours accompagner le cheval, ou des attestations provisoires qui ont plus de 3 mois. C'est-à-dire que l'identification n'a pas été faite derrière. Donc jusqu'à présent, bon, c'est pas monstrueux, 12% d'anomalies sur le plan de l'identification. On se dit, on a quand même, on va vite arriver à rattraper ce retard. Par contre, là, quand on rentre dans le domaine de la traçabilité sanitaire, vous voyez que c'est nettement moins brillant. Hein. On a à peu près 45% de lieux de détention qui ne sont pas déclarés. Hein. Alors, je vous disais tout à l'heure, si on a une crise sanitaire, hein, comment voulez-vous qu'on arrive à gérer correctement une crise sanitaire si on ne sait pas où la moitié des détenteurs se trouve? Absence de registre d'élevage, bon, ça, on s'en doutait, hein, 48%, c'est-à-dire qu'un sur deux en a un. Je trouve même que c'est encore assez bien, parce que, voilà. Par contre, ensuite, là, manifestement, les gens ne sont pas du tout au courant, ni qu'ils doivent avoir un registre de transport dans leur véhicule, ni qu'à partir de 3 équidés, il y a l'obligation d'un vétérinaire sanitaire. Et le vétérinaire sanitaire, qui peut être le vétérinaire traitant, hein, mais pas forcément, le vétérinaire sanitaire, il est là pour faire le lien avec la DDCSPP en cas de crise sanitaire. Hein, donc, c'est très important de déclarer un vétérinaire sanitaire à sa DSPP.
Alors pour nous, la grosse difficulté, ça va être de trouver les non déclarés, hein, et c'est surtout ceux-là sur lesquels doit porter l'effort, et ce n'est pas facile. On cherche un petit peu dans tout, sur le Bon Coin, Google, Pension, voilà. Donc le but de la manip, si vous voulez, c'est pas d'embêter les professionnels qui font bien leur travail, hein, c'est de rechercher tous les gens qui ne respectent pas ou qui ne sont pas au courant de la réglementation. Pour vous donner quand même un ordre de grandeur, sur les 1240 détenteurs qu'on a visités, on en a 33 sans non-conformité, sans aucune non-conformité. Ça fait du moins de 3%. Hein, donc, on est encore loin de la perfection quand même. Hein. En ce qui concerne les contrôles, on a prévu donc de faire 20% de contrôles inopinés, c'est-à-dire que là, quand on fera des contrôles inopinés, c'est qu'on aura vraiment des suspicions de fraude, de trafic. Sinon, bien sûr, on va prévenir les gens. On prendra un rendez-vous téléphonique au moins 48 heures à l'avance. On précisera donc aux personnes qu'on va contrôler l'ensemble des documents qu'il devra présenter et l'obligation pour le détenteur ou son représentant d'accompagner le contrôleur, parce qu'il est hors de question que le contrôleur aille se promener dans les écuries ou dans les prés tout seul. Donc un contrôle, ça va débuter par la présentation justement des documents liés à la traçabilité sanitaire, la déclaration du lieu de détention, le registre d'élevage, le registre de transport si besoin et la déclaration du vétérinaire sanitaire. Ensuite, on contrôle l'ensemble des documents d'accompagnement, donc tous les livrets des animaux présents sur le lieu de détention. Et en dernier lieu, donc on va vérifier le transpondeur avec le livret pour voir si le signalement est conforme. Donc à l'issue du contrôle, il y a un compte-rendu de contrôle qui est rédigé, qui va reprendre les conformités et les non-conformités qu'il faut que le détenteur remette à jour. Et puis, donc, très rapidement après le contrôle, hein, on va envoyer donc, au détenteur qu'on a contrôlé le compte-rendu de contrôle lui-même avec un courrier d'accompagnement en lui demandant de se mettre en conformité sur les différents points qu'on aura vus, pour lesquels on aura noté des anomalies. Alors, ces anomalies, en matière d'identification ou de traçabilité, on les a classées en 3 catégories, hein, en fonction de leur gravité, majeure, moyenne ou mineure. Et donc, certaines anomalies moyennes peuvent devenir majeures si elles concernent plus de 20% des animaux. Je prends un exemple. Par exemple, le document étranger qui n'est pas francisé, hein, qui n'est pas passé à CIR, qui n'a pas été enregistré à CIR. Si une personne qui a une dizaine de chevaux nous présente un document qui n'est pas francisé, on ne va pas lui mettre une anomalie majeure, ce sera une anomalie moyenne. Par contre, la personne qui aura sur son effectif, on a entendu ça par exemple, des gens qui élèvent et qui disent moi je le fais franciser que si je le vends. Ça c'est un choix économique, mais c'est une entorse à la réglementation. Donc si sur 10 effectifs, il y a 10 chevaux avec des livrets non francisés, bien là, l'anomalie va passer en anomalie majeure et elle peut donner lieu à la rédaction d'un procès-verbal. Alors, les procès-verbaux, rassurez-vous, hein, ce ne sera que lorsqu'on constate des anomalies volontaires, des tentatives de fraude, des modifications ou des falsifications de documents d'identification. Le mot d'ordre de ces contrôles, c'est d'être progressif, pragmatique, hein, et pédagogique. Donc, ce n'est pas, si vous voulez, de sévir systématiquement, hein, ce n'est pas du tout l'idée. Mais par contre, quand on aura des anomalies qui remettent en cause l'identité du cheval, eh bien, on sera obligé de sévir. Alors, dans les anomalies moyennes, donc ça c'était les anomalies majeures, dans les anomalies moyennes, c'est celle où l'identité de l'animal est conforme, mais où il manque une des 3 éléments
hein, le document d'accompagnement, le transpondeur ou l'enregistrement à cire. Et puis, les anomalies, donc toutes celles qui sont liées à la traçabilité sanitaire, à l'exception de la déclaration du détenteur, du lieu de détention, sont toutes classées pour l'année 2016 en anomalies mineures, c'est-à-dire qu'elles ne donnent pas lieu à une non-conformité. On va simplement faire un courrier de rappel à la réglementation en disant, voilà. Donc il y a la déclaration, par contre, du lieu de détention, hein, constitue une anomalie moyenne. On va faire 2 rappels à 2 mois d'intervalle de la réglementation. Hein, et puis, si au bout de 2 rappels à 2 mois, il y aura un procès-verbal à la suite. Hein, donc ça laisse quand même 4 mois aux gens pour se mettre en conformité. Pour vous dire, nous avons débuté cette phase d'information au mois de mai. J'ai interrogé quelques agents qui sont allés le plus sur le terrain et qui me disent, voilà, moi j'ai amené même des formulaires de déclaration de lieu de détention et j'ai à peu près, avec le recul, 40% de gens qui, depuis que je suis passée, ont fait la démarche. Vous voyez, il y a quand même 60% des cas où, en y allant, en informant, en laissant une déclaration papier, les gens ne l'ont pas fait. Donc, si vous voulez, on va être obligé quand même, un jour ou l'autre, de prendre des sanctions, parce que sinon, et vous voyez quand même que la déclaration du lieu de détention, c'est le premier maillon de la traçabilité sanitaire. Si on ne sait pas où se trouvent les chevaux, on ne peut pas avoir de gestion de crise correcte si jamais on a une crise au niveau sanitaire. Alors, le dernier point, donc au cours des contrôles qu'on fera, il paraît quand même impossible d'aller faire un contrôle et de voir des animaux, soit des animaux pas soignés, blessés et pas soignés, soit des animaux avec des notes d'état épouvantables, et de fermer les yeux en disant, bon, on est là uniquement pour faire un contrôle d'identification, ça ne nous regarde pas. Donc il a été convenu que lorsque nos agents passeront faire des contrôles d'identification et de traçabilité sanitaire, s'ils voient des cas de maltraitance, on ne parle pas de bien-être animal, hein, on parle de protection animale, hein, c'est-à-dire des cas de maltraitance avérés, on fera donc un signalement des DPP, donc soit un signalement immédiat par téléphone si vraiment le cas est très urgent et que le pronostic vital du cheval est menacé, soit on transmettra donc un rapport en DDC-SPP en rentrant et en les prévenant par téléphone. Voilà, je vous ai résumé à peu près ce en quoi vont consister nos contrôles. L'état d'esprit, donc on a eu un comité de pilotage hier avec la DGAL et les ensembles des organisations socio-professionnelles. On a bien répété, si vous voulez, que notre état d'esprit, ce n'était pas de sanctionner à tout va. Enfin, vous voyez qu'au bout d'un moment, il faudra quand même être crédible. Si on ne fait rien, ça ne s'améliorera pas. Les cibles visées pour 2016 en priorité, ce sont les rassemblements, les foires, les concours non organisés de façon officielle, et puis la recherche systématique par tous les moyens des détenteurs non déclarés. Mais là, alors, on commence à avoir déjà des délations, hein, on reçoit des coups de téléphone concernant l'identification, alors ou la protection animale. Protection animale, on les balance directement, on les bascule directement sur les DDC-SPP. Et les délations sur l'identification, on les enregistre et puis on les ressortira au moment voulu. Voilà, si vous avez des questions...